avancer. Il faut avancer. Donc, les prévenus qui sentent qu'il est fatigué peuvent s'y aller. Voilà. Sinon, durant l'exécution du parquet, vous devrez être à la barre. C'est le principe et vous le savez. Monsieur le procureur Faso, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les membres du tribunal, nous sommes réunis ici depuis quelques jours pour examiner une affaire d'une gravité certaine. Une affaire qui met en lumière des atteintes graves aux principes fondamentaux de l'éthique et de l'intégrité qui doivent gouverner l'administration de la justice et de la fonction publique. Nous faisons face à des accusations graves de corruption impliquant des magistrats garants de la justice et des agents de douane responsables du respect des lois et de la réglementation. Ces actes qui portent atteinte à la dignité de leurs fonctions ébranlent la confiance du citoyen dans ces institutions. La corruption n'est pas seulement un délit. Elle constitue une véritable gangrène qui mine les fondations de notre révolution, entrave le développement et engendre des inégalités. En tant que représentant du peuple, il est de notre devoir de veiller à ce que la vérité émerge de ce procès et que les responsabilités soient situées de manière juste et équitable. Nous sommes heureux de ce que nous savons en présence de juges qui, au moment où l'accusation et la défense se lèvent pour exposer les faits de la cause, n'ont d'autre sentiment, nous également, que celui de la justice et de la vérité. Monsieur le Président, messieurs les membres du tribunal, les faits de la présente espèce sont d'une simplicité incroyable. Le 8 juillet 2021, monsieur Nikema Zindi Désiré et 12 autres douaniers en service à la coordination nationale de lutte contre la fraude ont été mis en examen pour des faits de concussion, d'abus de fonction, de délit d'apparence et de blanchiment de capitaux. 3 d'entre eux furent déposés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Il s'agit de M. Nikema Zindi Désiré, M. Yameogo Oumarou et de M. Koudougou Arma. Le 19 août 2021, ces derniers qui ont interjeté appel contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de mise en liberté seront libérés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Ouagadougou. Le 24 août 2024, le juge d'instruction Sommet Balanoé Alban rendait une ordonnance de non-lieu contre les mises en examen. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, surpris de cette ordonnance, interjetait appel. Il prit soin de relever toutes les imperfections de l'ordonnance du juge d'instruction. Le 3 juillet 2025, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Ouagadougou confirmera l'ordonnance de non-lieu. Monsieur Nikema Zindi Désiré, au vu de cette ordonnance qui le blanchit, va rapidement ester en justice
contre ceux qu'il avait dénoncés en 2021 et qui avaient bénéficié de l'anonymat durant toute la procédure. Monsieur le Président, Monsieur les membres du tribunal, voilà pour ce que tout le monde sait ou est censé savoir de cette procédure. De manière apparente, on peut dire que le droit a été dit. Ce que l'on ne savait pas cependant, jusqu'à une date récente, c'est que depuis que le juge Sommet est apparu dans la procédure, alors ça n'a été depuis lors ni plus ni moins qu'une mascarade judiciaire. Nous avons appris, et ça a été démontré plus tard, que l'argent a coulé à flot. Des sommes d'argent ont été versées afin que des décisions de justice soient rendues. Afin de situer les responsabilités de tous ceux dont le nom a été cité comme ayant participé à ces actes de corruption, le parquet près le tribunal de grande instance de Ouaga 2 a ouvert une enquête en confiant justement les investigations à la division de la police économique et financière. À l'issue de cette enquête, 10 personnes ont été poursuivies et les voilà devant vous pour que vous puissiez statuer sur leurs implications dans les faits qui leur sont reprochés. À l'issue des débats menés ici, depuis le 16 janvier 2025, que retenir? Mais avant, Monsieur le Président, de donner la substance de notre point de vue sur le rôle et les responsabilités précises de chacun, il nous paraît impérieux de lever le voile de façon définitive sur les circonstances dans lesquelles la division de la police économique et financière a mené cette enquête. L'enquête, menée sous la bannière des articles 515-1 et suivant du Code de procédure pénale, a débuté le 16 décembre 2025. Elle a pris fin le 5 janvier 2025. Les prévenus furent placés en garde à vue durant tout au plus 20 jours. Et je précise que leur garde à vue pouvait s'étaler sur 25 jours au regard de la nature des infractions qui leur sont reprochées. Dans quelles conditions les auditions des mises en cause ont eu lieu? Je vous renvoie à leur déclaration faite devant vous, ici, et sagement transcrite par le greffe. Ils ont tous avoué qu'ils n'ont pas été torturés par les enquêteurs de la division de la police économique et financière. Chacun d'eux a été assisté d'au moins un avocat. Ils avaient droit à une ration alimentaire. D'autres ont dit avoir eu même le choix du menu. Ils avaient droit à leurs médicaments pour ceux qui n'étaient pas en bonne santé. Les déclarations faites à la division l'ont été donc sans torture, sans menace et sans contrainte. Je vais, pour définitivement clore les débats sur ce point, vous donner lecture de la pièce numéro 3, n'est-ce pas, du PV d'enquête de police. Notifions, cette pièce a été dressée le 19 décembre l'an 2025. Notifions aux nommés Kaboré Antoine, Meda Urbain, Traoré Mohamed, Yamego Oumarou, Yamego Jonas, Zungrana Benoît, Sanou Seydou et Sommet Alban, qu'en raison des indices graves et concordants qui existent contre eux et qui sont de nature à motiver leur mise en examen pour les faits cités en affaires, les plaçons en position de garde à vue à compter de leur mise à notre disposition. Les notifions également leurs droits. Ce point mérite d'être signalé et appuyé. Les notifions également leurs droits, conformément à l'article 251-14 et suivant du Code de procédure pénale et autres droits. Les intéressés ne formulent aucune objection contre cette mesure et signent en bas du présent. Et voici les signatures. Donc nous réitérons, nous le martelons, nous disons clairement que les prévenus qui sont devant vous n'ont pas été torturés lors de l'enquête de police. Les prévenus qui comparaissent à votre barre
n'ont pas été menacés lors de l'enquête de police. Les prévenus à votre barre n'ont pas été contraints de dire ce qu'ils ont dit et consigné dans les PV lors de l'enquête de police. Et je défie quiconque de prouver le contraire. Nous avons déjà suffisamment débattu sur ça. Monsieur le Président, qu'est-ce que l'on a voulu vous faire croire dans ce dossier? On veut vous faire croire que parce que les prévenus, certains d'entre eux, ayant été enlevés depuis octobre 2025, alors vous devez purement et simplement annuler les PV dressés par la division. Comme si justement ces PV qui sont dans votre dossier et versés, débattus ici, ont été établis par ceux qui les avons enlevés. Non, il faut que ce soit clair. Les PV sur lesquels nous avons examiné cette affaire n'ont pas été dressés par ceux qui ont enlevé les prévenus. C'est clair et c'est net. Qu'est-ce qu'on veut vous faire croire? On veut vous faire croire que les déclarations que les prévenus ont librement faites devant les enquêteurs et qui les accablent par moments doivent être jetés à la poubelle, car ils se croiraient toujours entre les mains de ceux qui les ont enlevés. Monsieur le Président, Monsieur les membres du tribunal, quand ces mots frappent l'oreille, la mémoire les retient. Mais, à l'évidence, demeurons lucides. Soyons lucides. Souvenez-vous, Monsieur le Président, que certains prévenus ont dit ici qu'ils ont même reconnu les enquêteurs qui les ont auditionnés à la division. Ils ont même remis les contacts de leurs avocats pour que justement les enquêteurs entrent en contact avec ces derniers. Ils ont été assistés durant leur audition par au moins un avocat. Malgré cela, Monsieur le Président, on veut vous faire croire qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Nous comprenons parfaitement, Monsieur le Président, cette volonté de semer la confusion. Nous comprenons cette volonté de semer la confusion. C'est leur droit, Monsieur le Président, de tenter de vous embrouiller, de vous mener en bateau. Mais nous savons que vous n'allez pas vous laisser embarquer par ce petit jeu. Monsieur le Président, Monsieur le membre du tribunal, il est important de distinguer deux temps. Il y a, nous l'avons dit, nous le réaffirmons, il y a le temps de l'enlèvement. Le temps de l'enlèvement qui demeure un mystère pour nous et un mystère pour vous. Il y a le temps de l'enlèvement qui a ces réalités qui vous échappent. Le temps de l'enlèvement pendant lequel les prévenus disent avoir été torturés. Soit pour ces faits d'enlèvement, Monsieur le Président, et de torture, en tout cas, nous n'avons pas encore été saisis. Et nous vous rassurons qu'en cas de procédure, alors nous reviendrons devant vous, Monsieur le Président, pour situer les responsabilités. Mais en attendant, ce n'est pas l'objet des débats. Ce n'est pas l'objet des débats à votre barre. Il y a, comme deuxième temps, le temps de cette procédure, menée de main de maître par les enquêteurs de la division sous la direction du procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouaga 2, dans le strict respect des règles procédurales. Monsieur le Président, il y a un deuxième point qui mérite aussi qu'on s'y attarde pour lever définitivement toute équivoque. Quel est ce point? Il s'agit de la valeur probante des procès-verbaux d'enquête de police. Il a été répété ici à souhait que les déclarations faites devant les enquêteurs ne valent qu'à titre de simple renseignement. Et que pour cela, vous devez ne pas en tenir compte. Que vous ne devez tenir compte que des déclarations faites devant le procureur du Faso. Et les déclarations faites à votre barre. Monsieur le Président, depuis quand les choses ont ainsi changé? Depuis quand? Depuis quand pour connaître des faits, pour juger, pour trancher, on est amené à ne tenir que des déclarations faites
devant le procureur du Faso, à ne tenir compte que des déclarations faites devant votre bar. Pour nous, les choses n'ont pas encore été changées. Oui, nul ne peut contester que les procès-verbaux d'enquête de police ne valent qu'à titre de simple renseignement. Personne ne peut soutenir le contraire. Mais tirer la conséquence qu'il faut les écarter pour ne tenir compte que des déclarations faites devant le parquet et devant votre bar s'apparente pour nous à du sophisme. Et il nous paraît important de restituer la vérité sur ce point. Que signifie déclaration, n'est-ce pas, faite, que signifie, pardon, à titre de simple renseignement? Qu'est-ce que cela veut dire en français facile? Cela signifie, Monsieur le Président, que les déclarations faites devant la PJ doivent être rediscutées devant vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ces déclarations doivent être rediscutées devant vous, afin que vous puissiez en faire votre opinion, afin que vous puissiez asseoir votre intime conviction. On ne demande pas au prévenu, nullement, de reconnaître ce qu'il avait reconnu auparavant en enquête de police. Non. Le prévenu a le droit de mentir, ça a été dit et personne ne le nie. Mais de la variation de ces déclarations et de leur constance, vous pourrez, vous, tribunal, en faire votre jugement. Certains des prévenus, ici, ont reconnu ce qu'ils avaient déclaré en enquête. Et devant le parquet, eux-mêmes devant vous. D'autres ont remis en cause ce qu'ils avaient auparavant reconnu. Il vous appartient, Monsieur le Président, de mettre les déclarations faites en enquête, les déclarations faites devant le procureur et les déclarations faites devant votre bar en balance. C'est tout ce qu'on vous demande et de tirer justement votre conclusion conformément à votre intime conviction. Ces préliminaires rappelés, Monsieur le Président, venons-en maintenant au fait de l'espèce. Nous sommes en 2021. Monsieur Nikema Zindi Désiré et 12 autres douaniers sont mis en examen pour concussion et autres infractions. Un mandat de dépôt a été décerné à 3 d'entre eux, Nikema Zindi Désiré, Yamego Oumarou et Koudgou Arma. Ils sollicitèrent une mise en liberté provisoire que le juge d'instruction d'alors, qui n'est pas le juge sommet, a refusé. Alors, ils formèrent appel de l'ordonnance du juge d'instruction. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Ouagadougou infirma la décision du juge d'instruction et les mises en liberté. Pendant que le dossier était en friche, à la cour d'appel de Ouagadougou, le magistrat Tiendre Bego Alidou a contacté le magistrat M. Kabore Sandaogo Antoine, qui était conseiller à la cour d'appel, afin, et je cite M. Kabore Sandaogo Antoine, de lui indiquer la position d'un dossier impliquant des douaniers. Lorsque le dossier est finalement parvenu au niveau de la cour d'appel, M. Kabore Sandaogo Antoine affirme, et ça a été dit ici, avoir informé le magistrat Tiendrebeo Alidou qu'une infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction était possible. M. Kabore Sandaogo Antoine a reconnu devant votre bar, et ce, même en enquête, avoir fait part de la démarche de M. Tiendrebeo Alidou à M. Meda Urbain. Et qui est M. Meda Urbain? M. Meda Urbain était le président de leur chambre. Résultat des courses et sans surprise, et aux grandes dames du ministère public et du juge d'instruction, l'ordonnance fut infirmée et les douaniers libérés. Monsieur le Président, un petit arrêt s'impose. Monsieur Kabore Sandaogo Antoine a tenté de faire croire, je ne dirai pas à vous, mais certainement aux non-initiés, que cette approche du magistrat Tiendrebeo Alidou au magistrat de la cour d'appel était tout à fait normale. Il dit, je le cite, « Rien n'interdit qu'on puisse aider des connaissances dans les limites de la loi. » Monsieur le Président, c'est une déclaration osée. Cela nous a incité à aller éplucher le code de déontologie, justement pour voir si ces déclarations étaient conformes au code de déontologie qui gouverne la fonction des magistrats. Je donne lecture de l'article 6 de ce code. Le magistrat s'interdit toute intervention et toute immixtion
dans les procédures pendantes devant les juridictions, y compris la juridiction à laquelle il appartient. Le code est plus que formel, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Le magistrat s'interdit toute intervention et toute immixtion dans les procédures pendantes devant les juridictions, y compris la juridiction à laquelle il appartient. Monsieur le Président, oui, dénoncer des situations infractionnelles à des collègues magistrats. Justement, pour qu'il soit mis fin à ces situations, c'est tout à fait normal. Il n'est pas interdit à un magistrat de dénoncer des faits infractionnels à son collègue magistrat. Oui, mais saisir des collègues qui doivent connaître des dossiers pour leur demander des traitements de faveur est purement et simplement contraire, même à l'esprit de justice. C'est ce qu'on appelle avoir des bras longs. Il n'y a pas de bras longs en justice. Monsieur le Président, à l'issue de cette information de l'ordonnance du juge d'instruction, M. Méda affirme en enquête le 21 décembre 2025. Ceci, je vous renvoie au PV numéro 8 de l'enquête de police. Je vais le citer, in extenso. Il dit, un soir, j'étais assis dans une cave à vin dénommée Oasis, à Ouaga 2000, avec Kaboré Antoine. Le nommé Traoré Mohamed a appelé Kaboré Antoine, lui demandant sa position. Celui-ci nous a rejoints à la cave en compagnie de Tiendre Beogo Alidou. Il a demandé à voir Antoine de côté. À leur retour, Kaboré Antoine m'informe que les douaniers qui ont bénéficié de la liberté provisoire, je répète cette partie, les douaniers qui ont bénéficié de la liberté provisoire à notre audience passée, c'est du français, à notre audience passée, ont envoyé Traoré Mohamed avec une somme de 7 millions de francs CFA en guise de remerciement. Je lui ai dit de remettre 2 millions à ces derniers qui avaient apporté la commission. Le reste, à savoir la somme de 5 millions, a été partagé à part égale entre moi et Kaboré Antoine. PV numéro 8. Déclaration faite quand? Le 21 décembre 2025. Très important cette précision. Le 24 décembre 2025, lors d'une confrontation entre M. Méda Urbain et M. Kaboré Sandaoro Antoine, M. Méda a maintenu ses propos lors d'une confrontation entre lui et M. Kaboré Antoine. Soit combien de jours? 3 jours après les premières déclarations. À cette occasion même, M. Méda a donné des précisions incroyables sur le moment de la remise. Il ne s'est pas contenté de dire que de l'argent a été remis. Il a même donné des détails sur le moment de la remise. Pour dire que ce n'est pas une imagination. Il dit, référence donc, que c'était dans l'après-midi. C'est tellement précis. Ce n'est pas fini. Une question fort pertinente a été posée à M. Méda afin de savoir s'il avait été informé d'une requête faite auprès du nommé Kaboré Antoine par le nommé Tiendebeo Alidou pour une décision favorable. De la liberté provisoire des douaniers. Réponse de M. Méda. Si c'est le nommé Tiendebeo Alidou qui a fait la requête auprès de Kaboré Antoine, c'est fort probable. C'est fort probable qu'il m'en a parlé parce qu'on communique, souligné, couramment sur ce type de requêtes. Ce n'est pas moi qui le dis, je le cite. Monsieur le Président, lors de cette confrontation du 24, M. Kaboré Sandaoro Antoine a reconnu que Tiendebeo Alidou est venu ce jour en compagnie de qui? En compagnie de Traoré Mohamed. Je le cite. Il a présenté ses remerciements pour la décision de libération
relative à la requête. Ça, c'était le 24. Une autre confrontation a été faite. Cette fois-ci, le 26 décembre 2025. Soit combien de jours? 2 jours après la précédente confrontation et 5 jours après les premières déclarations de M. Méda Urbain, qui se souvenait toujours et qui a encore maintenu ses propos. Il a encore maintenu ses propos lors de cette confrontation qui a mis aux prises M. Méda Urbain, M. Kaboré Sandaro Antoine et M. Traoré Mohamed. Il a maintenu ses propos ce jour. Donc, combien de séquences? À 3 séquences. Durant une semaine, M. Méda Urbain est resté constant durant toute la semaine sur le fait que la rencontre a eu lieu à Ouaga 2000, sur le fait que Traoré Mohamed, Sindébéogo Alidou ont apporté la commission des douaniers, sur le fait que 7 millions de francs ont été remis, sur le fait que lui et Sandaogo Antoine se sont partagés la somme de 5 millions et que les 2 millions ont été remis à ceux qui avaient apporté la commission. Durant une semaine, il a été constant. Nulle part, il a dit que, à ce moment précis, que cette déclaration émane de M. Kaboré Antoine, qui lui aurait dit de dire pour éviter d'être copieusement torturé. Nulle part, il l'a dit. À cet instant. Durant une semaine, il a été constant. Il a maintenu ses propos. Même lorsqu'il était mis en confrontation face à ce couple venu. Monsieur le Président, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Devant le procureur, contrairement à cette constance incroyable, M. Méda est revenu sur ses propos. Devant vous également, il a méconnu ce qu'il avait auparavant reconnu. Mais rien d'étonnant, Monsieur le Président, c'est la défense. C'est tout à fait normal qu'il se défende. C'est tout à fait normal, c'est son droit de se défendre. C'est son droit de dire et de se dédier, c'est son droit. Nul ne peut vraiment lui ôter ce droit. Il est dans son droit. Alors, Monsieur le Président, pour rattraper cette déclaration, une stratégie de défense a été savamment organisée. Comme on parle dans notre jargon. Après avoir constaté que M. Méda Urbain a versé la bouillie, il fallait rapidement trouver une solution. C'est de là qu'est venue l'idée que c'est M. Kaboré Sandaogo Antoine qui aurait, n'est-ce pas, se serait malencontreusement retrouvé dans la même cellule que M. Méda et qui aurait soufflé, n'est-ce pas, ces déclarations constantes durant une semaine là à M. Méda pour qu'il les dise devant les enquêteurs. Monsieur le Président, pour nous, ça, ce n'est qu'une stratégie de défense. Nous n'en dirons pas plus. Mais pour nous, c'est un jeu d'enfant. Parce qu'il était démontré ici que M. Méda a été enlevé 2 semaines avant M. Kaboré Sandaogo Antoine. Si stratégie il y a, ce n'est pas à M. Kaboré Sandaogo Antoine de donner la stratégie. Non. La logique voudrait que ce soit celui qu'on a enlevé premièrement, qui a été torturé premièrement. Et je précise que M. Méda a dit ici, devant votre bar, qu'il n'a pas été torturé physiquement. J'appuie sur le mot physiquement pour éviter tout commentaire. Il n'a pas été torturé physiquement ici, il l'a dit. Il a dit ici. Donc, M. Méda vous dit ici qu'il n'a pas été torturé physiquement. M. Méda a été enlevé avant M. Kaboré Sandaogo. Et c'est M. Kaboré Sandaro Antoine. Et c'est M. Kaboré Sandaro Antoine qui vient donner des leçons à M. Méda Urbain. C'est incroyable. Ça ne tient pas, ça ne résiste pas à la logique. Pourquoi? Premièrement, nous l'avons dit, et ça a été démontré ici, M. Méda Urbain a été enlevé avant M. Kaboré Sandaro Antoine. Ensuite, si, effectivement, ces déclarations avaient été inspirées par M. Kaboré Sandaro Antoine, pourquoi devant les enquêteurs, monsieur... Oui? Non, ça ne passe plus. Pourquoi devant les enquêteurs et lors des différentes confrontations, M. Méda n'a pas tout simplement dit aux enquêteurs, non, je ne peux pas reconnaître parce qu'en réalité, c'est Antoine qui m'avait dit. Mais il a reconnu, il a maintenu, il a même donné des précisions sur l'heure de la remise. Sur ce point, nous croyons franchement que vous ne pouvez pas avoir d'autres certitudes sur le fait que, effectivement, de l'argent a été remis et de l'argent a été partagé entre les prévenus concernés. Monsieur le Président.
Monsieur le Président, on va encore revenir sur un point essentiel. Pour qu'on ne remette pas ces déclarations sur le coup de l'enlèvement. Monsieur le Président, dites-moi, si oui ou non, avant leur enlèvement, Tiendrebego Alidou, il n'est pas ressorti de débat que Tiendrebego Alidou avait des liens de parenté et d'amitié avec les douaniers, notamment Nikema Zindi Désiré, lien de parenté, neveu, avec Yamego Oumarou, ami, avec Yamego Jonas, ami. Oui ou non? Avant leur enlèvement. Oui, avant leur enlèvement, il a été établi ici que Tiendrebego Alidou, effectivement, et Nikema Zindi Désiré sont apparentés. Avant leur enlèvement, en octobre, il a été démontré ici que M. Tiendrebego Alidou avait pour amis les douaniers Yamego Oumarou et Yamego Jonas. C'est clair. Dites-moi, Monsieur le Président, si oui ou non, avant leur enlèvement, Tiendrebego Alidou n'était pas entré en contact avec M. Sandaogo Antoine, qui est entré en contact avec M. Méda Urbain pour voir ce qui pouvait être fait pour les douaniers. Avant l'enlèvement, longtemps, ça c'est en 2021, avant l'enlèvement en 2025, est-ce que cette rencontre a eu lieu ou pas? Est-ce que ces échanges ont eu lieu ou pas avant leur enlèvement? Oui, ça a eu lieu, ça a été démontré ici. Monsieur le Président, dites-moi si oui ou non. Avant leur enlèvement, M. Kabore Sandaogo Antoine n'a pas rassuré M. Tiendrebego Alidou que M. Kabore Sandaogo Antoine, M. Méda Urbain n'a pas eu lieu avant l'enlèvement. Ça a eu lieu avant l'enlèvement. Monsieur le Président, dites-moi, est-ce que M. Méda Urbain a été soumis à des actes de torture au moment de son enlèvement pour qu'il dise ce qu'il a dit? Il l'a dit devant vous, il n'a pas été soumis à des actes de torture physique. Monsieur le Président, on regarde ces déclarations constantes qui ne résistent pas à l'analyse. Le parquet a poursuivi, avec juste raison, Monsieur Méda Urbain, Monsieur Traoré Mohamed, Monsieur Kabore Sandaogo Antoine, les douaniers Yamego Oumarou et les douaniers, les prévenus Méda A. Urbain, Traoré Mohamed, Kabore Antoine Sandaogo, Yamego Oumarou, Yamego Jonas. Pourquoi les deux? Parce que ces deux, l'un d'eux a pu obtenir la liberté provisoire, justement, faisait partie de ceux qui ont obtenu la liberté provisoire, et M. Nikema Zindi. Donc, des trois prévenus, Nikema Zindi et Yamego Oumarou, font partie de ceux qui ont obtenu la liberté provisoire. Donc, nous disons, en termes de prévention, qu'en 2021, alors, les douaniers Nikema Zindi Désiré et Yamego Oumarou ont promis des sommes d'argent à M. Méda Urbain, qui devait connaître la procédure, pour infirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire. Nous le disons avec certitude. La dite somme a été apportée par Tiendrebego Alidou et Traoré Mohamed dans une cave à vin dénommée Oasis, dans l'après-midi ce jour. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Nikema Zindi Désiré et Yamego Oumarou pour les feux de 2021. Nous disons également qu'en 2021, M. Méda Urbain a accepté indirectement un avantage indu pour lui-même, soit la somme de 7 millions, afin de s'abstenir d'accomplir un acte relevant de ses fonctions. Notamment, décider en âme et conscience, sans autre considération que la recherche de la vérité. Ça, c'est un acte de ses fonctions. Parce qu'il a été approché, justement, par M. Kabore Sandaogo Antoine, qui l'a informé que M. Tiendrebego Alidou l'a approché pour demander une décision de clémence et de faveur à l'endroit des douaniers. Monsieur le Président, donc, les actes de corruption clairs à l'endroit des deux douaniers, Nikema Zindi Désiré et Yamego Oumarou, des actes de corruption clairs et nets à l'endroit de M. Méda Urbain. En ce qui concerne M. Kabore Sandaogo Antoine, pour les faits de 2021, nous disons qu'en réalité, il a aidé M. Méda Urbain à poser ses actes de corruption. Parce qu'il est clair que ces
Tiendebero Alidou qui a approché M. Kaboré Sandaro Antoine, qui à son tour a approché M. Méda Urbain. Ce sont des actes de complicité, de corruption. La même chose pour M. Traoré Mohamed. M. Traoré Mohamed qui a apporté justement le colis de 7 millions en compagnie de M. Tiendebero Alidou et qui a bénéficié justement de sa part. Nous disons toujours qu'en 2021, M. Kaboré Sandaro Antoine, qui est poursuivi pour les faits de trafic d'influence, s'est rendu coupable justement de l'infraction de trafic d'influence parce qu'il a utilisé son influence réelle ou supposée. Voilà, on n'a pas besoin que M. Kaboré soit à mesure d'influencer M. Méda. Non. C'est l'influence supposée, n'est-ce pas, pour laquelle les douaniers sont convaincus qu'en passant par ces derniers, effectivement, ils peuvent obtenir gain de cause. C'est cette influence supposée qu'il s'agit. On n'a pas besoin que ce soit une influence réelle. Donc, il est également coupable des faits de trafic d'influence, n'est-ce pas, pour les faits de 2021. Donc, Monsieur le Président, contre ces faits constants, quels sont les moyens de défense des concernés, ici, à votre part? Alors, les prévenus cités, notamment M. Méda Urbain, M. Kaboré Sandaro Antoine, M. Traoré Mohamed, reconnaissent tous, ils reconnaissent tous que la rencontre a eu lieu, n'est-ce pas, dans cette cave à vin dénommée Oasis. Ils reconnaissent. Les prévenus reconnaissent également que ce jour, Tiendebero Mohamed est venu accompagné de Tiendebero Alidou, ou c'est l'un qui a accompagné l'autre. En tout cas, les deux sont venus ensemble. Les prévenus reconnaissent également que lorsque ces deux sont arrivés, parmi les sujets d'échange, il y a le fait qu'ils ont tenu à les remercier pour la décision qui venait d'être rendue hier. La proximité des faits est troublante. Hier, décision qui venait d'être à l'audience passée, je ne dirais pas hier, à l'audience passée, je rectifie, à l'audience passée. Donc, l'audience venait, bon, de se passer, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Ils reconnaissent aussi que Tiendebero Traoré Mohamed était présent ce jour. Ils reconnaissent cela. Ils vous disent que Tiendebero Mohamed est venu pour autre chose, pour une histoire de carrière. Bon. Et, Monsieur le Président, ce qu'il nie, c'est-à-dire dans tout ce qui a été dit, ce qu'il nie, c'est le seul point relatif aux sommes d'argent remises. Le seul point relatif à la somme remise, c'est le seul point qu'il nie. Alors, donc, ils peuvent reconnaître tout, mais sauf ça. C'est normal, non? Bien sûr, c'est normal. Ils doivent se défendre. Donc, c'est normal qu'il nie. Si la rencontre a eu lieu, le lieu est connu, l'heure même est précisée. Les détails concernant le fait que Traoré Mohamed a vu de côté Kaboré Antoine pour lui parler de ses histoires de carrière, ça aussi, on se souvient de ça. Mais on ne se souvient pas de la remise. À vous de tirer les conclusions. C'est clair et net. Monsieur le Président, bon, pour l'infraction de corruption, je pense que il ne s'agit pas de revenir en détail. Nous avons donné la prévention. Si vous voulez, pour que cette infraction soit constituée, il faut relever la qualité des, n'est-ce pas, des personnes mises en cause. Il faut que ce soit des agents publics. Il n'y a pas de débat sur ce plan. L'avantage reçu ici, c'est de 7 millions. Il n'y a pas de débat. La notion d'acte relevant de ces fonctions. Voilà. Ce qu'on veut, vous envoyer sur le terrain d'après ou d'avant. C'est un débat dans lequel nous n'allons pas entrer. La notion d'acte de fonction, elle se définit comme étant l'acte dont l'accomplissement ou l'abstention est imposé expressément ou implicitement par les attributions légales ou réglementaires du titulaire de la fonction. Et on vous dit, la jurisprudence, que l'acte de fonction englobe également les actes de la déontologie. Ce qui m'amène à vous lire quelques articles, n'est-ce pas, de notre code de déontologie. Article 11. Le magistrat, dans l'exercice de ses fonctions, bannit, repousse toute intervention ou sollicitation tendant à influencer directement ou indirectement ces décisions en dehors des voies procédurales et légales. Il bannit tout, toute intervention, toute sollicitation tendant à influencer directement ou indirectement ces décisions en dehors des voies procédurales et légales.
il conduit les procédures, mène les débats et rend les décisions de façon indépendante. Article 20. Il est interdit aux magistrats, même devant les juridictions autres que celles où ils exercent leurs fonctions, de se charger du conseil et de la défense des partis, quel que soit et sous quelque forme que ce soit. Ici, il y a eu conseil. Quand on dit à quelqu'un qui est venu demander un traitement de faveur, que c'est possible, ça c'est un conseil. On lui dit que c'est on lui donne une bonne nouvelle, avant même justement l'audience. Article 21 pour terminer. Le magistrat ne doit siéger dans aucune cause où, pour des motifs raisonnables, son impartialité pourrait être suspectée. Dès lors, on peut donner des leçons de déontologie. Je suis très jeune pour le faire. Très jeune pour le faire, par rapport aux prévenus. Dès lors que, et c'est mon opinion, que M. Meda a été approché par M. Kaboré Sandao Antoine, alors on peut dire que son impartialité est suspectée. Parce qu'il a été approché, il a été démarché, on peut le dire. Ce n'est pas des leçons de déontologie, c'est ce que je pense. Donc, la liste est longue. La liste des articles de ce genre, vraiment, elle est longue. L'intention coupable, ici, c'est évident. Il s'agit d'un dol spécial. On vous dit que c'est la conscience chez le corrupteur, ici, le corrompu, de s'associer au manquement monnayé à son devoir de probité. Alors, nous disons que M. Meda, en tant que magistrat ou d'appel, totalisant des dizaines d'années de fonction, il ne saurait fonder sa décision que son intime conviction, dénouée de toute autre considération, et qu'en se passant l'information selon laquelle le collègue Tienbeo Alidou demande de voir ce qui peut être fait. Au lieu de rappeler à ce dernier des règles de déontologie, lui ont rassuré que quelque chose effectivement pouvait être fait. Le pacte de corruption, M. le Président, qui ressort souvent de la jurisprudence, justement, c'est l'existence de cet accord occulte, cette approche qu'il y a eu avant même la décision, n'est-ce pas? Cette démarche de M. Tienbeo Alidou à l'égard de Kaboré Antoine, qui a aussi, n'est-ce pas, répercuté la demande à M. n'est-ce pas, Meda Urbain, et qu'à la fin, on se rend compte qu'une décision, n'est-ce pas, favorable, n'est-ce pas, a été remise. Il ne faut pas nous demander, n'est-ce pas, de vous dresser dans cette procédure le pacte écrit. Non, nous n'avons pas cela. C'est de la déduction, les faits étant constants. Monsieur le Président, je rappelle que pour ces faits, les faits ont eu lieu en 2021. Alors, il ne faudrait pas qu'on vienne tenter de vous induire en erreur en disant que les faits sont prescrits. Non, nous avons débattu sur ça. Je dis, pour attirer votre attention, article 220-4 du Code de procédure pénale, qui est une loi de procédure, donc d'applicabilité immédiate. Ce débat aussi a été mené. Cet article, très intéressant, cet article coupe l'herbe au pied, justement, de ceux qui peuvent être poursuivis sur la base de ces infractions dites infractions occultes. Le délai de prescription de ces infractions dites occultes commence à courir à partir du jour où l'on a découvert justement les faits matériels de l'infraction. Le jour où ça a été découvert, pas le jour de leur commission. C'est un article incroyable, très intéressant, je pense, qui est le fruit justement de la volonté de lutter contre la corruption. Parce que sans ça, il serait difficile de poursuivre. Donc la corruption, c'est l'infraction occulte par excellence. Parce que ça se passe en deux individus, par moment, à l'abri du regard, dans les secrets des yeux. Donc cet article 220-4 est une bouée de sauvetage pour vous. Si par moment, vous êtes tenté de croire que les faits sont prescrits. Les faits ne sont pas prescrits. Donc ça, c'est pour ce qui relève des faits de 2021. Passons maintenant aux faits qui se sont passés en 2022 et 2024. Monsieur le Président, après l'infirmation de l'ordonnance de refus de mise en liberté, le dossier est renvoyé au juge d'instruction afin qu'il poursuive naturellement l'instruction. Le juge Sommet Balanoï Alban, précédemment juge ailleurs, a atterri au tribunal de grande instance de Ouaga 1 et a hérité de cette procédure. Il nous a informé ici, comme il avait fait auparavant devant M. le procureur, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou et même devant les enquêteurs, que dans le cadre de ce dossier, il a été approché par M. Tienbeo Alidou,
il lui a fait savoir que M. Nikema Zindi Désiré est son parent. Il dit ce jour, Alidou lui a remis une enveloppe contenant une somme d'argent qu'il a refusée. Ce jour, premier contact. Le jour où M. Tenbero Alidou lui a parlé de son parent, M. Nikema Zindi Désiré, il lui a remis une enveloppe qu'il a refusée. Une autre fois, c'est le juge Sommet Alban Balanoé qui le dit, Tiendrebeo Alidou l'a invité à le rejoindre à la cave Noce de Cana pour boire du vin. Ce jour, dit-il, Tiendrebeo Alidou lui a indiqué maintenant le lien de parenté qu'il y a entre lui et M. Nikema Zindi Désiré. Il a indiqué que M. Nikema Zindi Désiré est son neveu et qu'il le remerciait pour la façon dont il l'avait reçu. Et ce jour, M. Tiendrebeo Alidou lui a remis la somme de 500 000 francs. De cette somme, il a prélevé la somme de 300 000. Alors, une autre fois, le juge Sommet nous dit que monsieur, cette fois-ci, Traoré Mohamed est venu dans son bureau et a demandé à le voir hors de son bureau. Pourquoi? Nous ne savons pas. Et lorsqu'ils sont sortis, lorsqu'ils sont arrivés au parking TGI Ouaga 1, monsieur Traoré Mohamed lui a dit qu'il est venu le remercier par rapport à l'humanisme dont il a fait montre à l'égard de son frère. Curieux, il a demandé de quel frère s'agit-il. Il dit qu'il s'agit de M. Yameoro Omarou. Et ce jour, M. Sommet a précisé que M. Traoré lui a dit que le véhicule même qu'il conduisait appartenait justement à l'épouse de M. Yameoro Omarou. Pour justement asseoir les liens de proximité qu'il y a entre lui et M. Yameoro Omarou. Voyez-vous? Alors, donc, ils étaient contents du traitement qu'il les a réverbé. Et M. Traoré a précisé une phrase que vous ne devez pas perdre de vue. Il dit, on aura l'occasion un jour d'en échanger. Ce jour ne tardera pas à arriver, car le juge Sommet nous dit que le lendemain seulement, vous voyez, le jour où M. Traoré Mohamed a rencontré M. Sommet au parking là, il dit, le lendemain seulement, M. Tiendebeo Alidou m'a invité à Noce de Cana. Et arrivé, Tiendebeo Alidou m'a dit qu'il devait être avec qui? Avec Traoré Mohamed, mais que ce dernier a eu une urgence et il s'est excusé. Ce jour, monsieur Tiendebeo Alidou lui a dit ceci. C'est Yameoro Omarou. C'est Yameoro Omarou qui a remis 1,5 million pour te remercier de ton humanisme. De ces 1,5 million, il a prélevé la somme de 500 000 francs CFA. Il y a le prévenu Ninkema Désiré qui a un mal au pied. Ce qui souhaiterait, c'est cela? J'ai des fers dans mes deux pieds, donc la station de vie prolongée me fatigue beaucoup. Est-ce qu'on peut lui trouver une chaise? Poursuivez, monsieur le procureur de Faso. Merci, monsieur le président. Ça, c'était la deuxième fois. La troisième fois, monsieur Tiendebeo Alidou, ça c'est le juge Sommet toujours qui nous relate ceci, l'a appelé à Noce de Cana pour prendre du vin. Il dit, je les cite, je suis allé le trouver et il m'a dit que Traoré Mohamed arrive. Il appela Traoré Mohamed qui a rassuré qu'il allait les rejoindre. Effectivement, il les rejoignit. Après qu'ils aient levé les verres, Tiendebeo Alidou a dit que Yameoro W. Jonas, notre prévenu, a remis la somme d'1,5 million. Pas moi qui le dis, c'est le juge Sommet. Lui, monsieur le juge Sommet, a retiré la somme de 500 000 francs et leur a remis le reste. Il dit, quelque temps après, détail important, Traoré Mohamed est parti. Alors, donc, monsieur le président, que retenir? On retient justement, premièrement, que c'est fait, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, c'est en août 2024, c'est en juillet 2024. Non, monsieur le président. La question a été posée à monsieur Traoré Mohamed, à savoir à quel moment il a conduit le véhicule de l'épouse de monsieur Yameoro Omarou. Il a dit c'est en 2022 et 2023. C'est en 2022 et 2023. Alors, donc il a conduit le véhicule pendant 3 jours de la femme de monsieur Yameoro Omarou entre 2022 et 2023. Et le jour
où il a rencontré M. Sommet, le lendemain, la remise de 1,5 million a eu lieu. Ça ne peut pas être en 2024. Non, on ne peut pas conduire un véhicule en 2022 et le lendemain, on se retrouve en fin 2024. Non, nous sommes forcément soit en 2022, soit en 2023. Donc, par rapport à la période, c'est bien longtemps avant, justement, l'ordonnance de clôture. Alors, le récapitulatif a été fait à plusieurs reprises. Les avantages reçus directement de M. Nikema Zindi Désiré avant avril 2024 sont 500 000 francs directement de ses mains, et ça aussi, ça a été démontré à souhait. M. Nikema Zindi Désiré a rencontré le juge Sommet dans un lieu quelconque vers l'échangeur de l'Est pour justement consulter ce dernier sur l'issue de ses procédures judiciaires qu'il souhaite engager ou qu'il avait déjà engagé. Et il a dit ici, le juge Sommet m'a conseillé de prendre un conseil. La juge vous a précisé ici justement que lorsqu'on consulte les dates, n'est-ce pas, où ces procédures ont été engagées, on se rend compte que c'est longtemps, n'est-ce pas, avant avril 2024, avant août 2024, parce que c'est en avril 2024. Donc c'est encore avant l'ordonnance, n'est-ce pas, de clôture du juge d'instruction. 500 000 francs ont été reçus au nom de M. Nikema Zindi Désiré entre les mains de Nikema Marcel par le juge Sommet. 500 000 francs, ça c'est le juge Sommet qui nous dit, contesté par M. Nikema Zindi Désiré, ont été remis le jour de la rencontre près de l'échangeur de l'Est et les 5 chemises. Donc, relevons les constances. Il est constant que M. Nikema Zindi Désiré a remis des sommes d'argent au juge d'instruction chargé d'instruire son dossier. Il est constant que M. Traoré Mohamed a été à Nostecana au moins une seule fois. Je lui ai posé personnellement la question pour savoir combien de fois il s'est retrouvé avec le juge Sommet, voilà, dans un quelconque lieu pour prendre du vin ou du thé. Il a dit que c'est une seule fois. Il se souvient d'une deuxième fois, mais ça, on ne peut pas dire que c'était une rencontre parce qu'il était de passage. Il les a vus dans un grain et s'est arrêté pour les saluer. Mais la seule fois où le juge Sommet et le juge Traoré Mohamed ont été ensemble dans une cave, c'est à cette seule fois que justement cette somme d'argent de 1,5 million, n'est-ce pas, a été évoquée. Une seule fois. Donc, il est aussi constant que M. Traoré Mohamed a roulé en 2022 et 2023 le véhicule de M. Yameoro Omarou. Monsieur le Président, comment on peut être constant sur ça, une fois de plus, et nier l'évidence de la remise de somme d'argent? M. Sommet, je vais vous faire croire que M. Sommet a dit la vérité sur tout, sauf sur l'élément fondamental qui engage les responsabilités, sauf sur la remise de somme d'argent. La rencontre a eu lieu. Ok. Traoré Mohamed est venu et est parti après. Le juge Sommet se souvient de ça. Il est venu et qu'il est même parti avant la fin de la rencontre. Entre griffes. Il est parti les laissant, lui, et Tenebeo aller sur le lieu. Il se souvient de ça. Monsieur Traoré Mohamed également se souvient de ça. Le juge Sommet se souvient que lorsqu'ils sont descendus au parking, Monsieur Traoré Mohamed lui a dit que le véhicule appartenait à l'épouse de... Et il se souvient de ça. Comment peut-il se souvenir de ces détails? Des détails. Il est venu, il peut partir là. C'est des détails. Mais il ne peut pas se souvenir de l'élément fondamental qui est la remise de somme, l'objet de la rencontre. Quel était l'objet de la rencontre? Si le juge Traoré Mohamed et le juge Sommet ne se fréquentent pas à tel point de se trouver dans des grains ou dans des lieux pour prendre du vin ou pour passer du temps, quel était l'objet de la rencontre alors? Il se souvient de tout, sauf de l'objet quand même, Monsieur le Président. Le juge Sommet n'a pas de trou de mémoire. Donc pour nous, c'est des faits qui sont constants sur ce point. Alors, Monsieur le Président, il a été dit ici, on a tenté de vous faire croire que justement ces sommes-là n'ont rien à voir avec les faits de corruption, qu'il faut peut-être basculer vers l'infraction de cadeau indu. Non, cela a été battu en brèche ici par la juge. Nous faisons mienne les déclarations. Il est constant, tout le monde le sait, en tout cas tous les professionnels, que lorsque un juge d'instruction rend son ordonnance de clôture, il ne reste pas dessaisi ipso facto. Non. Il eût fallu que la cour d'appel, parce qu'il y a eu appel dans le dossier, tranche définitivement et dise que le dossier est clos, définitivement clos, pour que le juge se sente maintenant dépouillé de cette responsabilité. Justement, pendant que le dossier était à la cour d'appel, l'audition de M. Ouedraogo a été faite par qui? Par le juge Sommet. Pourquoi? Parce qu'il était encore maître du dossier. Sinon pourquoi? Si l'ordonnance de clôture le débarrassait totalement,
de la conduite de la procédure, de quel droit alors se permettait-il d'auditionner les témoins ou de rechecker? C'est parce qu'il se sentait encore investi des pouvoirs du juge d'instruction dans la procédure qu'il a auditionné les témoins ou de recheck. Donc on ne peut pas venir vous dire que bon, c'est après. Donc non. Tant que l'arrêt de la Cour d'appel n'a pas été rendu, même après l'arrêt, comme le salaire critique, on peut même renvoyer encore. Donc tous ces faits, toutes ces remises ont eu lieu après. Ou du moins avant, excusez-moi, avant justement que le juge Somé ne soit déchargé. Et tout ceci a eu un impact. Monsieur Nikema Zini Désiré vous a dit ici que l'ordonnance de clôture a permis d'effectuer tranquillement, voilà, aisément. S'il vous plaît, l'assistance, gardez le silence pour qu'on puisse saisir ce que le Faso dit. Poursuivez. Donc, lui a permis d'effectuer avec toute tranquillité son voyage vers l'Europe. Donc, ça a contribué. Donc, toutes les remises, les sommes d'argent, les chemises, nous mettons toutes ces remises sous le coup de l'infraction de corruption, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, il y a des noms qui ont été dits, il faut insister. Pour Monsieur Somé, les faits sont têtus. Monsieur Traoré, les faits sont têtus. Pour les douaniers dont les noms ont été cités ici, Yamero Omarou, Yamero Jonas, les faits sont têtus. Alors, on vous dit, ben, pourquoi le juge Somé n'a pas une fois appelé au moins M. Yamero Omarou et M. Yamero Jonas pour les remercier? Monsieur le Président, pourquoi devait-il les appeler pour les remercier? C'est écrit où? Que lorsqu'on vous donne quelque chose, vous êtes obligé d'appeler pour remercier. Et si vous n'avez pas appelé pour remercier, ça veut dire que la remise n'a pas eu lieu. C'est une déduction simpliste. Appeler pour remercier, cela voulait-il dire que le juge Somé ne croit pas aux déclarations de M. Tenbero Alidou? Cela voudrait-il dire qu'il ne croit pas à la sincérité de M. Traoré Mohamed? Pourquoi? Il n'était pas obligé de les appeler pour remercier. Et ne pas les appeler pour les remercier ne veut pas dire que la remise n'a pas eu lieu. Non, Monsieur le Président. Ils ont dit les noms de ceux qui les ont envoyés. Ils ont dit. Pourquoi à la cave, il n'a pas dit que c'est Nikema Zini Désiré qui les a envoyés? Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit que c'est Traoré Seydou qui les a envoyés? Pourquoi il n'a pas dit que c'est Koudrou Arma qui les a envoyés? Ils étaient 13. Ils étaient 13. Il se rappelle très bien des noms qui ont été évoqués pour les remises. Il se souvient très bien. Et c'est une déclaration qui est constante depuis le début de la procédure jusqu'ici. Ne pas les appeler ou bien s'il a cherché à savoir si c'est vrai ou faux là. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat, Monsieur le Président. Donc, nous disons justement qu'entre 2022 et 2024, n'est-ce pas, les prévenus ici à la barre, Somé, Alban, Balanoé, s'est rendu coupable de faits de corruption. Le prévenu Traoré Mohamed, qui avait été reconnu coupable en 2021, est encore coupable ici des faits de corruption en 2022, complicité de corruption. Et le prévenu Yamero Omarou s'est rendu coupable des faits de corruption pour avoir remis de l'argent au juge Somé qui avait encore en charge du dossier. De même, le prévenu Yamero Jonas s'est également rendu coupable des faits de corruption en 2022 et 2024. Par ailleurs, le prévenu Traoré Mohamed est poursuivi des faits de trafic d'influence. C'est clair. Mais pour les douaniers, en tant que collègues du juge Somé, il conservait une influence, même supposée, je dis bien, même supposée, pour demander des avantages, des traitements de faveur auprès du juge Somé. En tant que magistrat, il était aussi poursuivi pour les faits d'abus de fonction. Voilà, il est passé outre sa fonction de magistrat, n'est-ce pas, pour approcher le juge au nom de Yamero Omarou et de certains douaniers. Donc, les faits de trafic d'influence, les faits d'abus de fonction sont établis également à l'endroit du prévenu Traoré Mohamed. Monsieur le Président, par ailleurs, le prévenu Yamero Omarou est poursuivi outre les faits de corruption, des faits de détention illégale d'armes à feu et de munitions. Dans le dossier, on vous a versé justement une autorisation de port d'armes. Sauf qu'entre-temps, la loi a changé. La loi a changé et l'autorisation délivrée sous l'empire de l'ancienne loi devient caduque. Si la nouvelle loi ne maintient pas les mêmes calibres d'armes de 7, qui était une arme, l'arme de 9, calibre 9 qui était une arme civile, est passée, n'est-ce pas, est devenue une arme de guerre. Depuis quand? Depuis l'entrée en vigueur de la loi en début 2025. Et même dans cette loi, vous verrez qu'il a été précisé que tous ceux qui avaient des permis de port d'armes, de pistolets de 9 mm, doivent
doivent alors repartir, se départir de ces armes et demander de nouvelles autorisations. Je précise, ils avaient 2 mois pour le faire, à compter donc de la publication de la loi. Donc nous disons effectivement que les faits à lui reprocher sur cette infraction sont également constitués. Alors, donc pour nous, il n'y a pas de cadeau indu. C'est des actes de corruption. Donc nous laissons tomber ces infractions pour tous les prévenus. Ça, c'est entre 2022 et 2024. Venons maintenant à 2025. Monsieur le Président, Monsieur les membres du tribunal, en 2025, la Cour d'appel, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Ouagadougou, n'est-ce pas, devait trancher sur l'appel formé par le parquet de Ouaga 1 suite à l'ordonnance de non-lieu du juge Sommet. Qui a relevé appel? Je précise, c'est le parquet près le TGI de Ouaga 1 qui a relevé appel. Et nous le savons tous. Les autres parties aussi pouvaient relever appel. Mais cette fois, c'est le procureur du Faso. Ça veut dire quoi relever appel? Le procureur du Faso estime que l'ordonnance de clôture du juge Sommet, rendue dans les conditions que nous savons, ne respecte pas, n'est-ce pas, les principes légaux. Cette ordonnance n'est pas conforme à la règle de droit. Donc le parquet dit qu'il est contre le fait que le juge Sommet dise que les infractions qui sont reprochées aux douaniers ne sont pas constituées. Le parquet s'oppose et le parquet relève appel. Quand il relève appel, en réalité, le parquet demande maintenant au procureur général, qui a la cour d'appel, de considérer les arguments qu'il a évoqués pour contester justement l'ordonnance de clôture. Il lui demande de considérer, de faire signer les arguments, de porter sa cause devant la chambre de l'instruction pour remettre en cause l'ordonnance du juge d'instruction. C'est ce que le parquet demande. Donc le rapport d'appel, ce n'est pas un acte quelconque. Non, ce n'est pas un acte quelconque. Oui, ça a été dit ici, il n'est pas obligatoire. Oui, personne ne dit que c'est obligatoire. Sauf qu'au moment où les faits étaient débattus, ce n'était pas exempté. On vous a dit ici que par moment, il y a eu des actes qui ont exempté la production. Mais au moment des faits, ce n'était pas encore exempté. Le rapport d'appel était encore une pièce de procédure. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un acte qui est important. Important pourquoi? Surtout lorsque c'est le parquet qui relève appel. C'est celui qui a relevé appel là. De vous dire pourquoi il a relevé appel? Oui, ça c'est tout à fait logique et normal. C'est lui qui a suivi le dossier de bout en bout. C'est lui qui vous dit que finalement l'ordonnance du juge n'est pas conforme et qui relève des arguments de fait et de droit pour contester l'ordonnance du juge. Ok, le dossier est transmis à la cour d'appel, à la chambre d'instruction de la cour d'appel. Et nous avons dans le dossier des preuves que le rapport d'appel a été transmis, ça a été versé. On a tenté de vous embarquer dans une histoire de numéros trafiqués qui ne résiste même pas à l'analyse. Quand vous regardez avant ou après ce numéro 09, qui n'a pas été trafiqué, on vous dit que c'était trafiqué. Donc c'est pour dire que le rapport d'appel est venu. Non, le rapport d'appel a été transmis le 9 janvier 2025. Le dossier a été transmis le 10 janvier à travers l'aide de transmission à la chambre, au parquet général de la cour d'appel de Ouagadougou. On vous dit non, que de produire ici un acte qui fait l'état des pièces de procédure. Nous l'avons dit, dans aucun parquet cela se fait. Il n'y a pas un acte qui est établi au secrétariat du parquet pour reprendre les pièces d'une procédure. C'est le juge, le greffier en charge du cabinet d'instruction qui établit toujours les pièces, qui fait le point à chaque étape. Mais lorsqu'on fait appel, le dossier quitte le bureau du juge d'instruction pour parvenir, n'est-ce pas, devant le procureur du Faso. Il n'y a plus d'acte. Il suffit de faire la preuve que le rapport d'appel a été rédigé. Nous avons la preuve, il a été rédigé précisément par le substitut d'Akio. Il a été transmis. Et les registres qui sont encore sur votre table le prouvent à souhait. Alors, maintenant, lorsque le dossier est arrivé à la cour d'appel, le procureur général, notre prévenu ici, dit plusieurs versions. Premièrement, il nous dit qu'il a compulsé le dossier. Voilà, on nous dit qu'il a compulsé le dossier et qu'il a conféré le dossier à l'avocat général, M. Dianda Moussa. Alors, et lorsque, ça a été dit ici aussi, lorsque l'avocat général, M. Dianda Moussa, a pris possession, après avoir fait l'état des pièces, il a dit devant votre bois qu'il est reparti vers son patron. Pour dire, j'ai reçu le dossier, mais je ne vois pas le rapport d'appel.
deux déclarations contradictoires. Le procureur général, notre prévenu, M. Jean-Jacques Ouedraogo, vous a dit ici, avant l'arrivée du témoin, qu'il a dit à M. Dianda Moussa, l'avocat général, que s'il avait besoin du rapport d'appel, il pouvait le générer. Déclaration contestée. Contestée ici par l'avocat général Dianda Moussa. Il n'a jamais, en tout cas, n'a jamais entendu cela. Ça a retenu. Pourquoi M. Jean-Jacques Ouedraogo, n'est-ce pas, dit des choses qui n'ont pas existé? Pourquoi? De deux, l'avocat général Dianda Moussa vous dit que le fait pour le procureur général Jean-Jacques Ouedraogo de lui dire de traiter le dossier comme ça, pour lui ce sont des instructions. Et nous sommes au parquet. Il a dit à votre barre, j'ai reçu, n'est-ce pas, cette phrase comme des instructions. Donc il n'est plus question pour moi de revenir chercher un quelconque rapport d'appel. Et il vous dit que M. Jean-Jacques Ouedraogo a dit que lorsqu'il va finir, de ramener le dossier afin qu'il jette un coup d'œil. Effectivement, le dossier est venu dans une clé USB. Et après les modifications, détail important, M. Dianda Moussa, avocat général, il refuse de signer. Il refuse de signer. Oui, alors qu'au parquet, nous signons P, P-O-P. Il refuse même de signer et de mettre P là. Il dit à M. Jean-Jacques de signer lui-même. Ah, pourtant, M. Jean-Jacques Ouedraogo vous a dit que lorsqu'il reçoit un dossier et qu'il sent qu'il a ses propres impressions, il ne le confie pas à un substitut, il le traite lui-même et il signe. Sinon, les autres avocats généraux et substituts généraux signent, n'est-ce pas, en son nom. Pourquoi ici, il a refusé de signer et il demande à son patron de signer lui-même? Ça, c'est un. De deux, un dossier dans lequel, c'est le petit parquet qui a relevé appel. Vous traitez le dossier sans avoir d'égard aux arguments qui ont été soulevés pour contester la décision du juge. Oh, oui, la suite, elle est logique. C'est le petit parquet qui a suivi le dossier. C'est le petit parquet qui a relevé appel. Comment vous pouvez aller défendre ce dossier sans avoir les arguments qui ont prévalu à cet appel? Donc, en toute logique, vous ne pouvez aller que dans le sens du juge d'instruction. Voilà. Dianda Moussa, l'avocat général, M. Dianda Moussa, vous avez dit ici. Lui, en tout cas, son avis, c'était la confirmation. Mais c'est logique. Puisqu'il n'a pas les arguments qui permettent la contestation de la décision. Il ne les avait pas. Il n'a qu'une seule position, qui est l'ordonnance. Et M. Jean Jaouda vous a dit qu'il a lu, il a parcouru l'ordonnance. Donc, bon, vous ne pouvez pas parcourir l'ordonnance sans constituer le rapport d'appel et avoir une position nuancée. Il n'a pas parcouru tous les dossiers. Il a dit ici, il a parcouru l'ordonnance pour se fonder une décision, pour fonder sa conviction. Mais si vous parcourez seulement l'ordonnance, c'est logique que vous soyez dans la même dynamique que le juge. Parce qu'il n'a pas parcouru toutes les pièces de la procédure. Ça aussi, ça a été relevé ici. Donc, le rapport d'appel dont il s'agit n'est pas un acte simple. C'est un acte qui est très important. Alors, donc au départ, le rapport d'appel est rédigé, le registre est là, il est transmis, mais à l'arrivée, on ne le voit pas. Une pièce qui critique la décision du juge, on ne la trouve pas. Alors, quand vous prenez cette information et l'information donnée par M. Kabore Sandao Antoine, pièce numéro 9, qui dit ceci, que lors, et ça, il faut être vraiment subtil pour comprendre, il dit, lors de son passage devant les enquêteurs, que, notamment le 27 ou le 28 2025, les enquêteurs m'ont demandé à qui j'ai remis les 10 millions de francs qui m'ont été remis dans le cadre du dossier. Parce qu'au fait que j'ai répondu que je ne savais pas de quoi il s'agit, ni de quel dossier, j'ai été longuement torturé. Par la suite, l'enquêteur me dira que c'est l'argent remis à Traoré Mohamed et Tienbeo Alidou. Il a ajouté de préciser, pour dire de combien j'ai remis à Ouedraogo Jean-Jacques, à M. Meda Urbain, Traoré Mohamed et Tienbeo Alidou, et combien j'ai gardé. Pour me libérer de ces griffes, j'ai dit que j'ai remis la dite somme à M. Meda Urbain, qui s'est chargé de les partager en remettant 5 millions à M. Jean-Jacques Ouedraogo. Meda lui-même a gardé 4 millions et 1 million pour moi. Ok, Monsieur le Président, prenez d'abord en compte le fait que le dossier est venu avec un rapport d'appel qu'on ne trouve pas. Au moment où on transmettait le dossier à l'avocat général Dianda Moussa, le rapport d'appel ne s'y trouvait pas. Et nous savons que le procureur général, M. Jean-Jacques Ouedraogo, a eu à éplucher le dossier, à compulser le dossier avant l'avocat général. Ok, l'avocat général vous dit que le rapport d'appel ne se trouve pas, il n'y a pas de rapport d'appel dans le dossier.
Vous lui dites de continuer. Il reçoit ça comme des instructions. Et finalement, il aboutit à la même conclusion avec le juge d'instruction. Or, M. Médard Urbain vous a dit ici à votre bar, lorsque l'appel est relevé par le petit parquet et que devant la chambre, le parquet général vient dire qu'il ne conteste plus, pour nous, mais il va de soi que nous puissions confirmer l'ordonnance. C'est lui qui a dit qu'il n'était pas d'accord. Maintenant, il vient dire qu'il est d'accord. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons que suivre. Et M. Jean-Jacques Ouédraogo n'est pas sans ignorer cette jurisprudence. Et c'est ce qui est logique, justement. Alors, on a tenté de vous dire que oui, la cour d'appel n'est pas tenue. Oui, ça c'est en droit. Mais en fait, si vous demandez et vous venez renoncer, sauf à vouloir faire un travail inutile, on ne peut que confirmer. Et ça a été confirmé. Donc, mettez tout cela en balance, Monsieur le Président. L'absence du rapport d'appel. Le fait que l'avocat général a reçu les instructions du procureur général de traiter sans le rapport d'appel. Le fait que l'avocat général a refusé de signer, exigeant que le procureur général lui-même signe. Le fait que c'est un dossier sensible. Ça a été dit ici, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un dossier sensible pour lequel le procureur général, M. Jean-Jacques Ouédraogo, a eu à répondre à des questions à l'Assemblée nationale. Il l'a dit. Pour lesquelles le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a échangé avec lui au sujet du dossier. Comment un tel dossier aussi sensible, vous pouvez le traiter en ignorant certaines pièces? Comment? Sauf s'il y a une volonté derrière, n'est-ce pas? Derrière cette apparente ignorance de pièces importantes. Donc mettez tout ça ensemble. Et la déclaration de M. Kaboré, Antoine, qui dit que de l'argent a été remis et que finalement, M. Jean-Jacques Ouédraogo a reçu 5 millions. Nous comprenons maintenant, c'est une logique. Pour nous, c'est une logique. La pièce ne se trouve plus. Bon, il ne faut pas nous demander d'envoyer une vidéo qui prouve qu'il a enlevé la pièce. Nous n'avons pas cette vidéo. C'est des faits constants. C'est de la déduction qu'il s'agit. Ça a été remis, on ne la retrouve pas. Celui qui l'a remis a remis, celui qui l'a récupéré après ne la trouve pas. Alors que c'est vous qui l'avez épluché. Ce n'est pas comme s'il a pris le dossier en entier et remettre sans vérifier. Il dit bien qu'il a épluché le dossier. Donc pour nous, c'est une déduction qui est logique. Donc mettez tout ça en balance et vous comprenez justement notre logique de poursuivre à la fois le procureur général pour soustraction de pièces et de corruption. Ce n'est pas nous qui avons cité son nom. Et ce n'est pas lui qui est monté à l'audience. C'est l'avocat général Dianda Moussa. Pourquoi c'est lui que M. Kaboré Sandaogo Antoine cite et non l'avocat général Dianda Moussa? Il a voulu vous faire croire ici, facile de défense, qu'il n'était plus procureur général. Donc ça a été rapidement battu en brèche. Parce qu'au moment où l'arrêt était rendu, il était toujours procureur général. Il a voulu vous dire bon, que lui, il était là pour la forme. Ça, c'est son bon vouloir. Qui est sûr, celui qui était toujours procureur général. Donc, du début jusqu'à la fin de la procédure à la cour d'appel, il était procureur général. Et c'est lui qui a signé. Pourquoi ce n'est pas l'avocat général qui est monté à l'audience? Pourquoi ce n'est pas lui qu'on cite? Mais c'est le procureur général qu'on cite. Pourquoi? Pourquoi il donne des instructions de traiter le dossier sans le rapport d'appel? Pour nous, en tout cas, il est évident. Et ces déclarations, je l'ai dit, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est M. Kaboré Sandaogo Antoine qui l'a dit. Alors, mélangez avec des actes de torture, d'enlèvement pour vous embrouiller. Mais restez constant. Les faits sont constants, Monsieur le Président. Donc, nous disons que, justement, l'avocat général est coupable de soustraction de ce rapport d'appel. Et il est coupable des faits de corruption parce qu'il a reçu la somme de 5 millions dans le cadre du dossier en 2025. Monsieur le Président. Monsieur le Président, venons-en au prévenu Traoré Seydou et au prévenu Yamayoro Jonas, toujours en 2025. Alors, d'où est partie, n'est-ce pas, notre poursuite à l'égard de ces deux prévenus? En plus de ce que j'avais dit auparavant pour Yamayoro Jonas, 2025, des faits lui sont reprochés. Alors, lors de son passage devant les enquêteurs, Monsieur le Président, pièce numéro 05, le 21 décembre 2025, Monsieur Yamayoro Wensonda Jonas a dit ceci. Une question lui a été posée, je lis tout. Question posée. Il ressort des déclarations du juge Sommet Alban que vous avez remis des sommes d'argent à son profit via les magistrats Traoré Mohamed et Tembeo Ali. Quand dites-vous? Il dit, ce n'est pas vrai. Je ne reconnais pas Traoré Mohamed et je n'ai pas non plus donné de l'argent à Tembeo Alitou pour qu'il le donne au juge Sommet. Mais je précise, c'est lui qui fait la précision, je précise que Traoré Seydou, qui était mon adjoint, éloquent, m'a appelé entre fin septembre et début octobre 2025, me disant d'envoyer la somme d'1 million.
de francs CFA, car ils ont décidé d'aller saluer le juge sommet. Il ne m'a pas dit avec qui il ira saluer le juge. Je lui ai envoyé la somme de 1 million par Orange Money à travers un numéro qu'il m'a envoyé par WhatsApp. C'est incroyable. Comment on peut contester ça, monsieur le président? Hein? Comment? C'est lui qui l'a dit, hein? Ce n'est pas nous qui avons dit de dire. Il dit qu'il ne connaît pas Traoré Mohamed. Constant. Mais il dit que Traoré Seydou lui a demandé entre fin, c'est-à-dire pratiquement après, fin septembre et début octobre, et les messages qui ont été projetés ici, c'est le 8 octobre. Donc début octobre, on est toujours dans début octobre. Il a demandé d'envoyer 1 million pour qu'on puisse aller saluer des juges. Et ça a été envoyé. Voilà pourquoi nous l'avons poursuivi, une fois de plus, Améro Jonas, pour les faits de corruption. Et Traoré Seydou, dont le nom est cité pour la première fois aussi, a été enrôlé dans notre procédure. Parce que cité par Améro Jonas. Parce que aussi, nous avons des traces. Ce n'est pas des déclarations en l'air. Nous avons des traces. Nous avons fouillé. Et ça a été projeté ici, les téléphones de M. Traoré Seydou, M. Améro Jonas, pardon. Et nous avons vu les traces de cette remise. Le numéro qui a été envoyé, il se souvient très bien. Il a envoyé un numéro sur lequel l'argent a été envoyé. Donc pour nous, les faits de corruption à l'égard des deux, c'est constant. Alors, comme stratégie de défense, M. Améro Jonas qui est revenu sur cette déclaration, ce qui est normal et ça ne doit pas nous étonner, Traoré Seydou nous dit effectivement qu'il a eu à solliciter de l'argent. Parce qu'il ne peut pas le nier. Parce qu'il y a la remise, il y a les traces de la remise. Il ne peut pas nier cela. Il a sollicité de l'argent. Donc il faut qu'il dise pourquoi il a sollicité de l'argent. Premièrement, il vous dit en enquête que ça doit être des primes. Si ce n'est pas des primes, c'est un prêt. Je ne me souviens pas très bien. Devant le procureur, même chose. Ici, à votre bar, il est resté dans la même dynamique de mi-figue, mi-raisin, jusqu'à ce que il sent que les primes, là, ça ne va pas marcher parce qu'on peut vérifier. Il dit que c'est un prêt. Il a demandé un prêt. À quel montant qu'il n'a pas précisé de montant? Pour remettre quand il n'a pas précisé. Prêt demandé auprès de qui? Améro Jonas. Quand on a regardé les conversations, c'est deux personnes qui se parlent rarement. Ils se parlent très rarement. Il n'y a pas de familiarité entre eux. Au regard des conversations qui ont été projetées. Je m'en tiens à ça. Au regard de ce que Traoré Seydou même a dit. Il a dit qu'il y a eu maille à partir avec Améro Jonas. Mais c'est rentré dans l'ordre. Dieu merci. Alors, donc, on constate que l'argent a été remis. Et lorsque nous avons voulu vérifier si, à la période de cette remise, M. Traoré Seydou était vraiment dans le besoin, on constate qu'il avait des millions dans son compte. Voilà, je le dis maintenant. Il avait des millions dans son compte. Au moins 15 millions dans son compte. On vous dit, c'est de l'épargne. Mais c'est pour qui? C'est pour lui. De l'argent dans un autre compte. On dit non, ça c'est un dépôt à terre. C'est pour qui? C'est pour lui. Donc on peut avoir 15 millions, monsieur le président, et aller emprunter 1 million. C'est une stratégie de défense que nous respectons avec humilité. Mais ça ne résiste pas à l'analyse. Cette déclaration de M. Améro Jonas est claire et nette. Et j'ai dit les conditions dans lesquelles les déclarations ont été faites en enquête. On ne peut pas dire qu'il a été torturé pour le faire. Parce que c'était devant son avocat. Il n'a pas été forcé à le faire. Il a fait de manière délibérée, librement, sans être contraint. Donc pour nous, les faits sont constants à l'égard de Améro Jonas et Traoré Seydou pour ce qui concerne les faits de corruption commis en 2025. Alors, Monsieur le Président, Traoré Seydou est également poursuivi pour des faits de blanchiment des capitaux. Voilà, comme d'ailleurs d'autres prévenus. Nous reviendrons sur cette infraction à la fin. Alors, ça marche. Venons-en maintenant à une autre infraction. Cette fois, je recherche les mots dits, les mots qui sied à la situation. Je ne les retrouve pas jusqu'à présent. Je peux peut-être m'aventurer avec le mot grave, mais grave, c'est de l'euphémisme. Gravissime, ce n'est pas suffisant. Je dirais, les faits, ces faits-là, sont infiniment pires que les faits de corruption pour lesquels les prévenus sont poursuivis. De quel fait s'agit-il? Révélation de l'identité d'un témoin protégé. Avant d'insister sur ce fait, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire pourquoi justement on a estimé qu'il était opportun de protéger, n'est-ce pas, les témoins qui courageusement et volontairement contribuent justement à débusquer tous ceux qui se rendent coupables des faits de corruption. Vous savez, nous sommes au Burkina. La culture des Burkinabés, dénoncer des faits de corruption, c'est comme jeter en pâture l'argent public. Parce qu'après,
bon, si vous n'êtes pas assez fort, c'est comme si vous avez contribué, voilà, à détériorer la carrière de quelqu'un, à mettre sa femme et ses enfants dans le désarroi. Donc les gens refusent de dénoncer. Il faut les protéger. Donc on a réfléchi. Pour ce faire, il faut donc protéger les témoins pour qu'on ne sache pas qui a dénoncé qui. Et là, le témoin, bon, il n'aura pas de combat contre lui-même. C'est bon? Alors, maintenant, lorsque justement la loi prévoit ce mécanisme pour protéger les témoins, que tous les professionnels de droit connaissent, lorsque des professionnels du droit, comme un juge d'instruction, comme un avocat, contribuent à rendre publique l'identité du témoin, mais c'est le comble du comble. C'est inimaginable, c'est incroyable. C'est tout le système mis en place justement pour lutter contre la corruption qui est battu en brèche, Monsieur le Président. Tout le système qui est battu en brèche. À cette infraction, 3 noms, 3 prévenus sont concernés. Il s'agit premièrement du juge Sommet Alban. Il s'agit de M. Nikema Zindi Désiré. Il s'agit enfin de l'avocat Arnaud Sampébré. Quel est le rôle de chacun, Monsieur le Président? Alors, il faut dire que, ça a été dit ici, lorsque la Chambre de l'instruction a rendu son arrêt confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, nous avons écouté des audios très édifiants ici. Le juge Sommet, juge d'instruction, qui est conscient, parce que ça a été dit ici, un juge très professionnel, très travailleur, s'est permis de transférer l'audition du témoin Ouedraogo Cheikh. À qui? À M. Zindi Désiré, pour lui permettre d'engager des poursuites contre ce dernier. Ça a été dit dans les audios. Je n'invente rien. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Le juge Sommet Alban Balanoé, juge d'instruction, s'est permis, après avoir auditionné Ouedraogo Cheikh, qui s'est présenté pour récupérer une somme d'argent qui avait servi à pâter, n'est-ce pas, les douaniers, s'est permis de transférer, non seulement de donner l'information que Ouedraogo Cheikh est venu se faire entendre, et qu'il a même dit qu'en tant que témoin protégé, si maintenant il a été auditionné et que son audition sera versée dans les pièces du dossier, à quoi sert encore effectivement de se voiler le visage? C'est clair. C'est clair. Puisqu'il a témoigné sous anonymat. On vous a dit toute la procédure qui a été montée pour justement mettre fin à cet anonymat, ça n'a pas marché. Mais s'il vient se faire auditionner comme ça, à visage découvert, c'est clair que ça ne sert plus. C'est comme s'il a vu juste. C'est comme s'il a vu juste, ça ne servait plus. Curieusement, après son départ, c'est le juge Sommet qui entre en communication avec Nikema Zindi Désiré et qui lui dit que Ouedraogo Cheikh est venu se plaindre. Et vous avez écouté tout ce qui a été dit. Non content de cela, il lui transfère l'audition. Pourquoi? Pour permettre à M. Nikema Zindi Désiré d'engager des poursuites. Juge d'instruction qui sait que la procédure est secrète, confidentielle. Il le sait très bien. Le président, c'est une énormité. Et lorsque M. Nikema Zindi Désiré obtient cette pièce, il a dit dans ses vocaux, pour lui c'est Dieu. C'est Dieu qui a intervenu en personne pour lui permettre d'avoir cette pièce, cette preuve. Il vous l'a dit, que depuis le départ, il a cité le nom de Ouedraogo Cheikh. Il a cité le nom de Sankara. Oui, ça c'est des soupçons. C'est lui qui a cité. C'est des soupçons. Il ne peut pas avoir le cœur net. Pour avoir le cœur net, il lui fallu cette pièce, l'audition qui est nette, qui est claire et nette. On a failli vous induire en erreur en disant que non, le juge Sommet a dit qu'il ne savait pas que c'est un témoin protégé. Pourtant, dans l'audio, il dit voilà, que c'est un témoin protégé, que lui est un témoin protégé. Donc, il n'y a pas de débat. L'infraction de révélation, l'identité du témoin protégé, reproché au juge Sommet, est implacable. Et les faits sont absolument graves. Il n'y a pas de débat que Nikema Zindi Désiré, qui avait des appréhensions sur qui a dénoncé et qui vous a dit, effectivement, c'est établi que depuis le départ, il citait le nom de Ouedraogo Cheikh et Sankara. Normal. Il n'y a pas de débat que lorsqu'il a obtenu la pièce, alors sa conviction était ainsi faite. Comme il a dit. Depuis le début, je le disais. C'est clair, c'est net. Donc, cette pièce lui a servi. Lui a servi à contacter qui? Maître Arnaud Sampébré, n'est-ce pas, pour engager une procédure de citation directe à l'encontre de qui? À l'encontre de M. Ouedraogo Cheikh et Sankara. Monsieur le Président, Maître Arnaud Sampébré, c'est qui? C'est un avocat talentueux, ça a été dit ici, qui connaît les règles de la procédure, qui a été par moment dans la procédure à son début, qui sait
qu'il y avait des témoins protégés. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres témoins en dehors des témoins protégés. Il le sait très bien. Qui sait qu'il y a des témoins protégés dans le dossier. Alors, lorsque M. Zindi Nikema Désiré le saisit avec cette information, comment il va faire? Et surtout avec la pièce, l'audition, comment il va faire pour enrôler tout ça dans une procédure sans qu'on lui reproche la technique obscure par laquelle il est passé pour avoir la pièce. Il faut provoquer la remise des pièces du dossier. C'était un simple jeu de droit. Donc il a provoqué la remise des pièces du dossier. Sans oublier la couardise qui a toujours existé entre M. Nikema, qui sont devenus des parents, grands-pères et neveux. Ils sont devenus pratiquement de la même famille. Donc le juge sommet va volontairement remettre les pièces du dossier avec l'audition. Il vous a dit qu'il a oublié, qu'il ne savait pas. Bon, maintenant vous savez que ça, ce n'était pas vrai. Il a remis volontairement le dossier avec la pièce. Voilà, pour couvrir, c'est du droit, malheureusement. Pour couvrir, n'est-ce pas, la remise qui avait été faite par voie de message WhatsApp à M. Nikema Désiré. Pour permettre à l'avocat de couvrir cela. Effectivement, quand vous prenez, n'est-ce pas, la citation directe, regardez la citation directe. C'est clairement dit là-bas. Je vais lire pour que nous soyons au même niveau d'information. Il est dit clairement là-bas que c'est suite aux aveux, n'est-ce pas, aux aveux du prévenu, aux aveux du témoin, que cette procédure est engagée. Justement, quand on vous dit ça, où est-ce que ces aveux ont été faits? Où? Dans la citation, dans l'audition. C'est dans l'audition que Ouedraogo Cheikh dit que c'est lui qui allait remettre son argent. Donc, l'avocat, Sampébré Arnaud, savait que Ouedraogo Cheikh, effectivement, est un témoin protégé parce qu'il n'y a pas d'autres témoins dans la procédure, sauf correction. Il savait qu'il y a des témoins protégés qui sont dans la procédure. Il a dit ici, et pour laquelle une procédure a même été engagée à la cour d'appel. Donc, il savait. Voilà, il dit, voilà, je cite, à la page 5, de leur propre aveu, c'est M. Ouedraogo Cheikh qui a mobilisé la somme qui a servi au guet-apens. Aveu de qui? Ouedraogo Cheikh. Où est-ce qu'il a eu ça? La pièce. L'audition. Il est avocat. Dès lors qu'il a eu la pièce et qu'il voit que c'est l'audition, et qu'il lit jusqu'à la fin, il voit que c'est un témoin protégé, alors le débat est clos. C'est un dossier dangereux. Il devait conseiller M. Nikema Zindi Désiré pour dire attention, Ouedraogo Cheikh est un témoin protégé. On ne peut pas engager des poursuites contre lui sans révéler son identité. Il vous dit qu'il ne savait pas. Pour lui, c'est des délateurs. Oui, mais il a eu accès au PV. Et je vous ai dit la mascarade qui a été organisée. La demande de pièces de procédure, c'était pour faire quoi? Puisque finalement, il avait toutes les informations. Pour engager une citation directe, est-ce qu'on a besoin d'aller devant le juge pour demander des pièces de procédure? Il connaissait l'identité, c'est Ouedraogo Cheikh. Il connaissait Nikema Zindi Désiré. Lisez du début jusqu'à la fin. Vous ne voyez pas l'intérêt de demander encore des pièces au juge d'instruction. Si ce n'est pour habiller, pour rattraper la remise de l'audition qui avait été faite antérieurement. Regardez du début jusqu'à la fin. Pour quelle information avait-il encore besoin d'aller demander des pièces? Pour faire quoi? Peut-être. Permettons-nous de lire quelques informations. Monsieur Nikema Désiré tient l'argent des douanes. Est-ce qu'il a besoin de pièces de la procédure pour le savoir? Dans le cadre de ses attributions, il travaille avec conscience et professionnalisme, contribuant ainsi à réduire la fraude et à renflouer les caisses. Est-ce qu'on avait besoin des pièces de la procédure pour le savoir? C'est donc avec surprise qu'il a reçu à ses bureaux le 24 juin 2021, pendant qu'il était de service, la visite d'hommes en civil se présentant comme des officiers de police judiciaire en mission. Est-ce qu'il avait besoin des pièces de la procédure pour le savoir? Non. Interdiction lui est alors faite de toucher à ces objets. Il venait ainsi d'être interpellé et conduit dans les locaux de la division des investigations criminelles pour affaires le concernant. Est-ce que les pièces étaient nécessaires pour avoir cette information? C'est non. Alors, des perquisitions multiples seront effectuées. Ça aussi non plus. Après plusieurs semaines de détention à la maison d'arrêt correction de Ouagadougou, M. Nikema va recourir à la liberté le 19 août. M. Nikema, il a ses documents. Il n'a pas besoin du dossier pour le savoir. Toutefois, cette liberté ne sera pas totale puisqu'il sera astreint à un contrôle judiciaire. A-t-il besoin des pièces de la procédure pour le savoir? C'est non. Bien plus tard, l'ensemble des investigations, aussi bien des juges d'instruction que des OPJ, sur commission rogatoire, va conduire à l'absence totale d'infraction, d'où l'ordonnance de non-lieu rendue le 12. Est-ce qu'il avait besoin des pièces pour le savoir? C'est non. À noter que cette décision de non-lieu est aujourd'hui définitive. Bon, après avoir mobilisé autant de ressources de l'État, et surtout, nuit gravement à la carrière, la santé et la réputation de M. Nikema, on est résolu à accepter qu'il n'ait mené en rien aux graves accusations qui lui étaient portées. Est-ce qu'il avait une fois de plus besoin des pièces de la procédure pour le savoir? La réponse est non. Il a été décoré 2 fois, etc. Mais il n'y a aucun élément tangible de corruption ou d'abus de fonction contre M. Nikema, malgré les nombreuses délations auprès de l'ASC. Les délateurs ont eu l'idée de se faire filmer pendant qu'ils remettaient la somme d'1 million.
Tout le monde le savait. Ils feront ensuite croire aux enquêteurs que cette remise correspondant à des sommes indues et qui sont du reste exigées par l'agent indélicat. Tout le monde le savait. Pas besoin de pièces pour le savoir. De leur propre aveu, c'est Ouedraogo Cheikh qui a mobilisé la somme qui a servi aux agents. Lettre de réclamation de M. Ouedraogo Cheikh. En publiant cette lettre, il ne peut pas publier sans avoir pris connaissance. Et dans cette lettre, il est clair. Ouedraogo Cheikh même dit que désormais, bon, son anonymat ne sert plus. Donc, il n'avait pas besoin des pièces de la procédure. Reste maintenant, bon, c'est la conscience des infractions. Il n'avait pas besoin des pièces de la procédure. Il avait besoin des pièces de la procédure pour rattraper l'audition qui avait été antérieurement remise. C'est tout. C'est une mascarade, c'est pour habiller. C'est du saupoudrage. Donc, il savait pertinemment sur quel terrain il dansait. Il savait que le terrain était glissant. C'est comme ça. Il a joué avec le feu et finalement, le feu l'a brûlé. Donc, l'avocat Arnaud Sampébré savait pertinemment. Et il faut le dire, le mandat du client ne peut pas être une excuse. Ce n'est pas parce qu'un client est venu vous dire qu'il veut engager des procédures que vous êtes obligé de le faire dans l'irrespect des principes. Ce n'est pas parce que Nikima Dini Désiré, qu'il le considère comme un avocat fictif. Parce que le vrai avocat, il l'a dit, c'est le juge Sommet. Ce n'est pas parce qu'il vous a engagé pour enrober, pour avaliser, n'est-ce pas, sa procédure, que vous êtes obligé de le suivre dans l'erreur. Lui, il est un professionnel très compétent. Donc, il le savait. Donc, ça ne peut pas être un fait justificatif. Ça ne peut pas être une cause de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'un client vous a approché que vous êtes obligé de faire conformément à ses desiderata si cela ne concorde pas avec les règles de droit. C'est tout à fait simple que ça. Donc, Monsieur le Président, bien au contraire, sa qualité de professionnel compétent devait servir de bouclier justement à ce dernier pour ne pas s'aventurer sur ce terrain. Parce qu'il a eu accès à la pièce. Il a eu accès aux informations confidentielles. Et il est tenu par le secret professionnel. Et parmi justement les éléments de secret professionnel, il a eu accès à une pièce du dossier en sa qualité d'avocat. Oui, ce n'est pas n'importe qui. En sa qualité d'avocat, que M. Nikema Zindi l'a saisi en sa qualité de professionnel. Donc il se devait vraiment de faire très attention avec cette pièce. Mais qu'a-t-il fait? Il a engagé une citation directe que nous venons de lire, révélant une fois de plus donc l'identité du témoin Ouedraogo Cheikh. Donc les faits sont têtus à son égard. Les faits sont constants à son égard. Donc tous les trois prévenus, M. Nikema Zini Désiré, il est coupable de révélation d'identité du témoin parce qu'il a eu accès à la pièce. Premièrement, c'était le juge Sommet et ensuite l'avocat Arnaud Sampébré. Monsieur le Président, je l'ai dit, ces faits-là sont graves et ces faits entraînent vraiment de manière incontestable l'écroulement de l'architecture même, de la volonté des autorités de lutter contre la corruption. Alors, il reste quelle infraction? Il reste l'infraction de blanchiment de capitaux. Monsieur le Président, l'infraction de blanchiment de capitaux est prévue à l'article 9, n'est-ce pas, de la loi relative au blanchiment de capitaux de décembre 2024, etc., etc. L'article 9 nous dit ceci: constitue une infraction de blanchiment de capitaux les agissements énumérés ci-après, parmi lesquels on a l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont celui qui s'y livre sait ou aurait dû savoir au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit. Alors, toutes les sommes, les faits de blanchiment qui sont reprochés au magistrat et à M. Traoré Seydou, il savait. M. Traoré Seydou a détenu, c'est ce que l'article dit, détention. Il a détenu les 1 million avant de les transférer. C'est pour ça que nous le poursuivons pour blanchiment des capitaux. Pour les magistrats, c'est tangible. Ils l'ont dit. M. Sommet l'a dit, il a utilisé dans les actes de la vie courante. C'est la même chose pour les autres parce que de votre instruction, par rapport aux biens, nous n'avons pas pu établir un lien direct entre les biens acquis et les sommes blanchies. Ils ont utilisé ces sommes-là, voilà, pour les dépenses de la vie courante. Ils ont acquis ces sommes, ils ont détenu ces sommes et ils ont utilisé ces sommes. Et ils savaient pertinemment que ce n'était pas leur salaire. Ils savaient. C'est de l'argent qui a été remis pour remerciement ou pour obtenir des faveurs. Donc, ça tombe franchement sous le coup de l'infraction de blanchiment de capitaux. Monsieur le Président, nous tirons enfin vers la fin de nos réquisitions. Monsieur le Président, il faut dire que ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, nous ne vous demandons pas
de faire de cette procédure un exemple pour les autres. Non. On ne vous demande pas, n'est-ce pas, de sanctionner ces prévenus pour expier les fautes des autres agents publics qui succombent à la corruption. On ne vous demande pas de sanctionner pour l'exemple. Nous vous demandons de dire le droit. Un point, c'est tout. On vous demande de dire le droit. Qu'est-ce que le code pénal dit à propos des infractions qui sont reprochées aux prévenus? Dites le droit, purement et simplement. C'est largement suffisant pour nous. C'est suffisant pour le peuple. Après avoir su la vérité, nous vous demandons de dire le droit. Et la vérité, elle est là. Elle est implacable. Elle est visible à l'œil nu. Nous vous demandons de dire le droit, Monsieur le Président. Et en guise de réquisition, nous disons, Monsieur le Président, que les faits qui sont reprochés à Monsieur Kaboré Antoine Sandaogo, voilà. Je commence par Monsieur Yamayoro Omarou. Les faits qui lui sont reprochés sont entièrement constitués. Les faits de corruption et de détention illégale d'armes à feu, c'est constitué. Les faits reprochés à M. Meda, à Aniatiza Urbain, les faits de corruption et de blanchiment de capitaux sont constitués. Nous avons dit que nous faisons offrande des faits de cadeaux indus. C'est une offrande. M. Kaboré Saoudoro Antoine est coupable des faits de complicité, de corruption d'argent public et de blanchiment de capitaux. M. Traoré Mohamed est coupable des faits, j'ajoute pour M. Kaboré Sandaro, les faits de trafic d'influence. J'ai oublié. Là-bas, c'est coupable des faits de complicité, de corruption d'argent public, trafic d'influence et blanchiment de capitaux. Les faits reprochés à M. Traoré Mohamed, il est coupable des faits de complicité, de corruption d'argent public, trafic d'influence, abus de fonction et blanchiment de capitaux. Les faits reprochés à M. Sommet Alban Balanoé, il est coupable des faits de corruption d'argent public, divulgation illégale de l'identité d'un témoin protégé et de blanchiment de capitaux. Les faits reprochés à M. Traoré Seydou, il est coupable des faits de corruption d'argent public et de blanchiment de capitaux. Les faits reprochés à M. Yamayoro Wen Sonda Jonas, il est coupable des faits de corruption qui lui sont reprochés. Nikema Zini Désiré est coupable des faits de corruption d'argent public et de divulgation illégale de l'identité d'un témoin protégé. M. Oudrao Jean-Jacques, pour nous, il est coupable des faits de corruption d'argent public et de soustraction de pièces de procédure, de même que de blanchiment de capitaux. L'avocat Arnaud Sampébré est coupable des faits de divulgation, n'est-ce pas, illégale de l'identité d'un témoin protégé. Pour nous, avec la violation, c'est la même chose. Donc, nous avons opté pour l'infraction de divulgation illégale de l'identité d'un témoin protégé. En termes de répression, Monsieur le Président, conformément donc aux dispositions relatives à ces infractions, nous vous demandons, Monsieur le Président, de condamner M. Yamayoro Omarou à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme, et une amende de 12 45 000 francs ferme. M. Meda Aniatiza Urbain, nous vous demandons de dire qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois ferme et une amende ferme de 12 45 000 francs. M. Kaboré Sandao Antoine, nous vous demandons de dire qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme et une amende de 12 45 000 francs également ferme. Monsieur Traoré Mohamed, nous disons qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et nous vous demandons de le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme et une amende de 12 45 000 francs également ferme. Monsieur Sommet Alban Balanoé, nous disons qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et nous avons signalé la gravité des faits qui lui sont reprochés. Nous vous demandons de le condamner, Monsieur le Président, à une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et une amende de 12 45 000 francs également ferme. Monsieur Traoré Seydou, nous vous demandons, Monsieur le Président, de le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme, et une amende de 12 45 000 francs ferme. Monsieur Yamayoro Wensonda Jonas, nous disons qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et nous vous demandons, Monsieur le Président, de le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme et une amende ferme de 12 45 000 francs. Monsieur Nikema Zindi Désiré, nous vous demandons, Monsieur le Président, de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans, une amende de 12 45 000 francs ferme. Donc 5 ans d'emprisonnement ferme, amende ferme de 12 45 000 francs. Monsieur Ouedraogo Jean-Jacques Wenpanga Jonas, nous vous demandons
le Drago Jean-Jacques Wenpanga. Nous vous demandons de le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme, et une amende de 12 45 000 francs ferme. Monsieur Sampébré Arnaud, nous disons que les faits qui lui sont reprochés sont constitués, et nous vous demandons enfin de le condamner à une peine d'emprisonnement de 5 ans, dont 24 mois ferme, une amende ferme de 2 millions de francs CFA. Monsieur le Président, nous avons requis et nous vous remercions. Merci bien, M. le Président Faso. Nous voulons avoir une précision par rapport aux infractions reprochées au prévenu Sampébré Arnaud. Monsieur le Président, l'infraction... Est-ce que pour vous, c'est des infractions, on n'a pas saisi ce que vous avez voulu dire? Nous avons dit que nous avons abandonné l'infraction de violation des secrets professionnels. Pour nous, c'est la même chose. Nous le poursuivons pour l'infraction de divulgation illégale d'identité d'un témoin protégé. C'est noté. Voilà. Et pour finir, comme vous m'avez donné l'occasion, d'assortir vos condamnations à une contrainte judiciaire de 3 mois. Il y a des scellés également dans la procédure, je crois. Sauf si ma mémoire me fait défaut. Non, non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que les scellés ont été pris en charge au niveau de ces greffes, au niveau des greffes du tribunal? Merci, Monsieur le Président. Oui, il semble qu'il y a des sommes d'argent, des numéraires et des effets personnels qui ont été pris en charge par le greffe. Nous allons vous produire la pièce pour lever tout équivoque. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. S'il y a des scellés, qu'est-ce que vos réquisitions par rapport à Oui, ces c'est de restituer les biens et les effets personnels, n'est-ce pas, sauf les sommes d'argent aux prévenus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Pouquet de Faso, excusez-nous de demander certaines précisions parce que c'était tellement rapide qu'on n'a pas pu noter. Les prévenus Traoré Seydou, vous avez requis quelle peine? Monsieur le Président, pour le prévenu Traoré Seydou, nous avons requis une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois ferme. Une amende de 12 45 000 francs ferme. Nous pourrons vous verser, n'est-ce pas, aux réquisitions écrites concernant cette partie. Merci pour les compliments. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va observer une pause de 30 minutes et à la reprise, les conseils des prévenus pourront faire leur plaidoirie. Voilà, donc les prévenus peuvent venir à leur place. Merci. Donc, c'est suspendu. Donc, on reprend à 13h30. Oui. On reprend à 13h30. D'est en ouest, du nord au sud, le Burkina s'éveille, se construit, avec pour fondement la jeunesse, la culture et le sport. Si le Burkina Faso, terre des hommes intègres, est notre destin commun, si plus de 60 ethnies constituent notre nation, si la culture est notre valeur essentielle, notre référence, si le sport est facteur de cohésion sociale et de paix, si la jeunesse est l'avenir de notre pays, alors rejoignez-nous sur la chaîne